L'existence des bouleversements climatiques, leurs causes et leurs conséquences ne font pas l'ombre d'un doute. Le consensus scientifique est indéniablement solide. Mais malgré les preuves accablantes, les climato-sceptiques n'ont pas dit leur dernier mot, loin de là. Une hyperactivité des tenants de ce discours a même été récemment observée sur les réseaux sociaux. Un discours qui épouse de nouvelles formes, porté par un éventail de plus en plus hétéroclite d'individus, avec l'ombre de l'industrie pétrolière qui n'est jamais bien loin. Valérie, salut, bienvenue au Décrypteur. Merci. Parlons de ces climato-sceptiques et de ce regain de vie de ce type de discours-là qui existe depuis un certain temps déjà. Toi, tu l'as constaté, tu le constatais depuis un certain temps. Mais il y a une étude du CNRS, du Centre national de recherche scientifique en France, qui est venue accréditer cette thèse-là. Oui, en fait, ils ont évalué le volume de publications, mais aussi la teneur des propos contenus dans ces publications-là pour des milliers de comptes Twitter. Et c'est comme ça qu'ils ont constaté qu'il y avait eu une hausse de l'activité des communautés climato-sceptiques, donc qui partagent de la désinformation et qui nient en fait qu'il y a une crise climatique. OK. Puis eux, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'à deux moments, il y avait eu une augmentation massive des comptes climato-sceptiques. D'abord, pendant le premier cycle électoral français, là, qui s'est entamé au printemps 2022, et ensuite, pendant la COP27, donc la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques qui a eu lieu en Égypte en novembre dernier. Et est-ce qu'on pourrait poser l'étiquette anti-système à ce type de personnes ou de groupes qui animent ce genre de discours? Tout à fait. Dans le fond, les chercheurs ont identifié que ce qui animait cette communauté, c'est un sentiment, ce sentiment anti-système dont tu parles, qui serait là presque par principe. Ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il n'y a même pas d'affiliation corrélée ni envers les partis traditionnels de droite ou de gauche. Dans le fond, c'est comme si le climat était rendu leur cheval de bataille, mais c'est des internautes qui ont été très vocaux et très actifs sur d'autres fronts. Par exemple, les chercheurs ont constaté que plus de la moitié des comptes climato-sceptiques avaient déjà relayé de la propagande pro-Kremlin au début de la guerre en Ukraine, ou encore que certains profils avaient diffusé des informations trompeuses sur les variants du coronavirus ou qui s'étaient fermement opposés aux mesures sanitaires là, pendant la pandémie de COVID-19. Et ça, c'est vrai pour la France, mais on a vu ça ailleurs dans le monde aussi. Le fait que la pandémie a cristallisé des communautés qui se sont ralliées autour de croyances complotistes. Oui. Et un autre aspect sur lequel les chercheurs insistent, c'est qu'il y a un caractère inauthentique dans la circulation de cette information. Encore une fois, autant en France qu'ailleurs dans le monde, ce sont des comptes qui ont eu tendance à diffuser des messages potentiellement générés par des robots. Ah, intéressant. Et ces messages, parlons-en. Qu'est-ce qu'ils disent? Autour de quels axes sont diffusés ces messages-là? Bien, ils sont très habiles, ces internautes, dans ce que les chercheurs appellent la rhétorique des 5D, qui manie de façon très fluide. Alors, le premier D, c'est pour la déformation des faits scientifiques, des constats d'études. Un exemple qui revenait souvent lorsque j'ai parlé à des chercheurs, c'est l'argument selon lequel le CO2, c'est bon pour les plantes. Donc, plus il va y en avoir dans l'atmosphère, mieux se porteront les écosystèmes. Oui, c'est des publications que moi-même, j'ai vu passer sur mes réseaux sociaux. Maxime Bernier en fait état, d'ailleurs. Maxime Bernier a déjà diffusé ce message. C'est un excellent exemple, en fait, parce qu'on part d'une étude qui nous démontre que le CO2 contribue à la fertilisation des plantes, mais on en vient à dire que ce sera bon pour l'environnement, alors que le CO2, le dioxyde de carbone, c'est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. Ensuite, il y a le D pour discrédit. Donc, on va remettre en question la crédibilité, l'intégrité, les intentions des experts du climat, donc les scientifiques du GIEC. Un autre D, c'est celui de la distraction. Donc, on va rappeler au public que la crise climatique, c'est peut-être pas la plus importante, c'est peut-être pas le dossier le plus urgent en ce moment. Il y a des causes plus importantes, par exemple le chômage. Donc ça revient beaucoup. Le quatrième D, c'est pour la dissuasion. Donc, les internautes vont mettre l'accent sur les conséquences de ces politiques climatiques. Vous allez voir, on va perdre des emplois, on va restreindre vos droits et libertés, donc ce genre de discours-là. Le dernier D est pour la division, qui n'est pas le propre des communautés climato-sceptiques, mais c'est une façon d'opposer les puissants et le peuple. Donc, le peuple, lui, va subir de plein fouet les politiques climatiques, tandis que l'élite, elle, va s'en tirer indemne. Et parmi les personnes qui propagent ce type de messages-là, il y a quand même des figures de proue, hein, des personnes qui, juste en elles-mêmes, là, sont des gros facteurs de propagation du discours climato-sceptique.
Oui, dans une étude britannique qui a été menée autour des COP26 et COP27, les chercheurs ont fait des constats similaires à leurs collègues français, c'est-à-dire qu'ils ont constaté qu'une poignée de comptes arrivait à eux seuls à avoir une visibilité et à susciter un engagement disproportionné. Ce sont des super influenceurs. On parle de comptes qui ont parfois plus d'1 million, voire plusieurs millions d'abonnés et qui vont utiliser leur plateforme pour amplifier d'autres voix qui tiennent des discours similaires. Un exemple canadien qu'on peut donner, c'est celui de Jordan B. Peterson, ce professeur émérite de l'Université de Toronto qui s'est fait connaître pour des positions controversées qui vont de l'identité de genre à la censure universitaire. Bon, donc lui, il ne parle pas uniquement de climat, mais si vous allez voir ses pages, si vous consultez ses réseaux sociaux, vous allez voir qu'il va se plaindre, par exemple, de la tyrannie des véhicules électriques, puis qu'il va inviter des personnalités sur sa chaîne YouTube comme Alex Epstein, qui vantent les mérites des énergies fossiles, par exemple. Et à ça s'ajoute aussi, parmi cette panoplie, cette constellation d'acteurs, certaines organisations dont les noms n'élèvent aucun soupçon, mais en fait, qui sont pilotées par l'industrie pétrolière, une sorte de similitantisme, comme on dit, d'astroturfing. Oui, exactement. Donc, ce ne sera pas rare de voir des groupes se présenter comme Friends of Science. Hein. C'est une organisation canadienne qui est très active sur Twitter et Facebook notamment, mais on sait que c'est une organisation qui a déjà été financée par l'industrie pétrolière et gazière. Donc, il faut se méfier de ce type de noms qui peuvent être trompeurs. Il y a vraiment lieu de se poser des questions, Valérie, à travers tout ça, là, sur le rôle des plateformes web qui hébergent ce type de discours. Oui, c'est qu'ils créent un lieu propice pour ceux qui ont le plus d'argent pour véhiculer leur message. Et là, je pense ici à l'industrie pétrolière. Hein. Ce ne sont pas juste des internautes climato-sceptiques qui s'organisent à certains endroits dans le monde. Non, il y a vraiment un effort de l'industrie pétrolière pour diffuser cette désinformation sur les réseaux sociaux. Les chercheurs britanniques ont évalué entre 3 et 4 millions de dollars américains la somme qui a été dépensée par des entités liées aux énergies fossiles sur Facebook et sur Instagram pendant la COP27. Donc, les chercheurs en appellent à plus de responsabilité des géants du Web qui nous disent pourtant qu'ils mettent en œuvre des politiques pour endiguer le plus possible la diffusion de ces messages-là, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. L'examen nous démontre qu'il y a des failles dans les méta et Twitter de ce monde. Puis, ce qu'ils nous disent, les chercheurs, c'est que si ces campagnes sur les réseaux sociaux se poursuivent à ce rythme-là, ben c'est rien de moins que les processus démocratiques qui vont s'en trouver affaiblis. D'où l'inquiétude qu'on doit avoir face à ce type de phénomène, qu'on comprend mieux désormais grâce à tes explications. Merci beaucoup, Valérie, pour ce passage au décrypteur. Merci beaucoup. À une prochaine.